Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Eh bien, écoute Damien, je suis absolument ravi de te recevoir au micro des Frappés, en direct de Suisse d'ailleurs, ou t'es en France là ? Non, là je suis en Suisse. En Suisse. Ah, la Suisse. Exactement. Suisse romande ? Suisse romande, oui. Genève, exactement. Excellent. Damien, donc écoute, ravi de te recevoir. En plus, hasard des agendas, on va essentiellement parler d'un monstre de l'ultra, la SwissPeak, ex-SwissPeak 660, maintenant SwissPeak 700, qui a lieu en ce moment même. J'étais en train de regarder le live tracking. Exactement. Je crois que le cut-off c'est le 7, donc il y a encore 3 jours potentiellement. Oui, tout à fait. Si je me trompe pas. Une course dont tu vas nous parler en détail, que toi tu as fait donc sur le format 660 l'année dernière, 2024, oui. Et qui est considéré. Alors, je sais pas si on peut. Enfin, il y a beaucoup de courses qui se disent courses les plus dures du monde, etc. Je pense que ça dépend beaucoup de ce qu'on considère. Tu vois, j'ai fait une interview avec le vainqueur de l'Iditarod 1000 miles, donc ça fait 1600 km, moins 40 degrés. Bon, est-ce que ça c'est plus dur qu'un truc dans le désert? J'en sais rien, tu vois. Mais c'est vrai que dans l'univers de l'ultra, SwissPeak 660, maintenant 700, est souvent mentionné comme étant une course très difficile. Donc je rappelle, s'il y en a qui connaissent pas trop le format, il y a une course historique qui s'appelle la SwissPeak 360. Et l'idée, c'est un peu comme, je sais pas s'il y a énormément de courses qui vont vers ce format-là, mais c'est un peu comme la Saint-Élion. Maintenant, il y a la Lyon-Saint-Élion. Là, il y a la SwissPeak 700 qui est en fait plus ou moins le double, enfin un départ du point d'arrivée de la 360, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc tu fais le parcours à l'envers, puis le parcours entre guillemets, le vrai parcours de la SwissPeak 360 dans l'autre sens. Exactement, oui. C'est pas le parcours, c'est pas le même parcours à l'aller qu'au retour. Okay. Et en fait, c'est quasi le tour du canton du Valais. Le tour du canton du Valais. Ok. Bon, on parle de 49-50 000 mètres de dénivelé, si je me trompe pas, avec 55 passages à plus de 3000. Ouais. Bref, une jolie balade. Avec quand même, avant que je parle pas habituellement autant en introduction, mais bon, là c'est une course que je trouve assez fascinante, donc j'avais quelques chiffres, quelques datas sous la main en préparant l'épisode. Si je me trompe pas, pour situer un peu les choses et le niveau sur la course, je suis allé vérifier 3 fois sur 3 sites différents. Le vainqueur de 2024, il a mis 81 heures, c'est ça? Oui, sur la deuxième partie. D'accord, ok. Ah, d'accord, ok. Parce que je me disais, mais d'accord, ok. Ouais, ça me paraissait complètement hallucinant. Je suis allé voir sur 3 sites différents, U-Trail, etc. Et je voyais SwissPeak 360, chrono, 81 heures. Je me dis, bon, ok. Exactement. En fait, l'année dernière, un format de la SwissPeak 660, on avait la première semaine l'aller, donc du départ du Bouvray pour arriver jusqu'à Oberwald. On avait une semaine pour allier en fait le départ de la 360 qui partait le dimanche d'après et prendre le départ 1 minute avant la course de la 360 pour faire la deuxième partie entre guillemets avec eux. Cette deuxième partie était chronométrée. Le match aller pour aller jusqu'à Oberwald n'était pas chronométré. D'accord, ok. D'accord, ceci explique cela, parce que j'étais en train de me dire non mais c'est complètement, j'ai absolument pas le niveau d'un Victor Richard qui a gagné l'an dernier, mais sur la PTL j'ai mis 148 heures pour faire 300 et quelques, et là je me disais 81 heures pour faire le double, ça me paraissait absolument lunaire. D'accord, donc ceci s'explique, c'est la deuxième partie qui est chronométrée. Exactement. Bon, le résultat de Victor l'année dernière a été lunaire. Oui, voilà. On s'entend, oui. Oui, bien sûr. Ok. Donc, SwissPeak 660. Bon, alors moi, j'ai plein de questions pour toi. C'est la première fois qu'on fait un épisode sur ce format-là. J'avais reçu des copains, d'ailleurs, avec qui je vais prendre le départ du Thor la semaine prochaine. Et oui. Au moment où on enregistre, déjà. Qui nous avaient parlé de la SwissPeak 360. Mais là, on est, comme on le disait, clairement sur un autre format. On va commencer par toi. C'est quoi ton histoire avec le trail, en particulier avec l'ultra? Et comment t'en es arrivé un jour à te dire allez, allons-y, go pour quasi 2 semaines d'épreuve
sur un format extrême comme ça? Et alors, moi, j'ai commencé le trail en 2014. Suite à un changement de travail, j'avais besoin de trouver une soupape de décompression. J'ai toujours été un enfant de la montagne, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé partager ces moments dans la nature. Puis, j'ai un petit club qui s'est créé à côté de chez moi. J'ai décidé d'intégrer ce club. Et puis, voilà, j'ai commencé comme ça avec une distance, mon premier trail à 20 km. Et puis, j'ai tout de suite senti que c'était passionnant et que je prenais beaucoup de plaisir à le faire. Et voilà, donc après, j'ai commencé par une maxi race qui était pas très loin de la maison. Et puis, après, j'ai été progressivement dans les distances plus longues. Et puis, je me suis surtout aperçu que dans les distances plus longues, je profitais plus du moment, plus des gens, plus j'arrivais mieux à partager. Donc, et puis je suis quelqu'un d'assez robuste, donc aussi assez lourd. Donc, je suis pas très performant dans du court, mais beaucoup plus dans du long. Voilà. Donc après, j'ai fait un UTMB en 2019, j'ai fait une diagonale des fous en 2022. 2021, j'ai fait une petite traversée des Alpes en perso pour voilà pour voir un petit peu de quoi j'étais capable. 2022 pardon, j'ai pris le départ de la Swiss Peak 360 qui malheureusement s'est arrêté au bout de 60 km suite à des petits problèmes de santé. 2023, j'ai abouti cette 360 avec un résultat fort sympathique où j'ai rencontré plein de gens et puis là je me suis dit c'est vraiment des distances pour moi. Et puis quand je suis arrivé comme chacun, je me dis bon, c'était long, c'était dur, plus jamais. Et puis et puis 5 minutes après, il présentait ce nouveau projet de faire une Swiss Peak 700 ou 660 pardon. Et voilà, il m'a fallu une semaine et au bout d'une semaine j'ai dit go, j'y vais. Ah ouais, t'as été rapide dans le fait d'oublier ce par quoi tu venais de passer. Moi, ça Exactement. m'a pris un an à peu près avant de me dire, allez, on y va sur le tort, après la PP. Ouais. Ok. Quand tu dis que tu es plutôt robuste, lourd, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que c'est un sujet que je trouve super intéressant et que je me sens personnellement concerné. Moi, je viens du judo, donc j'ai pas du tout un gabarit. J'ai 1m91, pas loin des 100 kilos. Donc, Mhm. je suis curieux de savoir, quand tu dis robuste et lourd, tu te classes où? Alors, non, je fais 1m80, 75 kilos, Ok. mais j'ai des grosses cuisses, voilà, je suis pas quelqu'un de rapide, mais je suis quelqu'un qui est ultra endurant. Mhm. Voilà. Ok. Avant le trail, l'ultra, sportivement, ça ressemblait à quoi ta vie? Ça a été une mise au sport, une révélation, le trail, ou il y avait déjà, t'étais déjà plutôt actif? Non, des gamins, dès que j'étais gamin, voilà, j'habitais en pleine campagne, donc dès que je devais me déplacer, c'était en vélo. Mes parents étant très carriéristes, voilà, dès que je devais me bouger, c'était en vélo, donc j'ai eu un petit VTT et puis je l'ai usé, donc j'ai toujours fait du VTT. Et puis après, dès que j'ai eu l'âge des 18 ans, je me suis mis au sport mécanique. J'ai fait quelques années de motocross et après de moto sur circuit, donc rien à voir avec le trail. Puis voilà, après les enfants venant, j'ai changé de discipline et d'activité. Au moment où tu décides de t'inscrire à la Swiss Peak, donc 660, c'est resté 660 combien de temps? Un an, 2 ans? Ça n'a pas été très long, non? C'était la première année. La première année était la 660 et cette année dernière. J'ai fait la D'accord, ok. première édition. Hein. Ok, ok. Tu avais donc t'as fait une espèce une montée en puissance finalement assez rapide entre ton premier trail puis Maxi Race, UTMB, Diag, Mhm. Swiss Peak 660. Quand tu montais en gamme entre guillemets comme ça, et notamment pour la Swiss Peak, au fur et à mesure que tu engrangeais de l'expérience sur les courses, est-ce que tu avais quand même des craintes, des doutes à gérer, ou est-ce que finalement les sensations étaient tellement bonnes que tu étais assez confiant sur le fait que le plus long allait encore plus te convenir? Alors, quand je suis arrivé de cette Swiss Peak 360 l'année d'avant, je me suis rendu compte que physiquement, j'étais très bien. J'étais surtout fatigué par le manque de sommeil. Mais physiquement, j'étais bien, que le lendemain, j'allais bien. Bien sûr, j'avais des pieds qui avaient gonflé, enfin, j'avais des symptômes de l'ultra trail, quoi. Mais rien de choquant. Et une semaine après, même 2 jours après, je pouvais recourir sans problème. Ah Donc ouais, la distance entre guillemets ne me faisait pas peur. Après, c'était vraiment la gestion qui me faisait peur. La gestion du sommeil, la gestion de l'alimentation, de l'eau, c'était la gestion globale. ok.
Alors justement sur le sommeil, comment est-ce que tu avais décidé de gérer ça sur la 660 et est-ce que c'était différent de ce que tu avais fait sur la 360? Alors oui, la 360, c'était plus ou moins l'ultra longue distance, c'était une découverte pour moi, en tout cas la deuxième année, où j'ai beaucoup appris, où au début je me suis dit non, je suis quelqu'un qui dort très peu, donc j'ai pas besoin de dormir. Donc je suis parti tête basse avec mes a priori, et puis je me suis vite fait rattraper par le sommeil, où j'y suis allé un petit peu comme bon me semble. Et puis entre cette 360 et la 660, je me suis quand même bien renseigné, je me suis approché de personnes qui avaient l'habitude de faire ces distances. J'ai discuté, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des cycles à respecter. Et puis dans ces cycles, ils me correspondent totalement. Et ça, pour moi, ça correspond. Enfin, pour moi, c'est à la perfection de respecter ces cycles. Et ça roule dans ce sens-là, quoi. Sur alors la 360, je suis pas allé regarder combien il y avait de base vie, etc. Mais en tout cas de points où tu avais la possibilité de dormir. Comment donc tu viens d'expliquer que par rapport à ces cycles, finalement tu t'es rendu compte que ça matchait parfaitement avec tes besoins. Mais est-ce que tu as dû adapter un peu tout ça, ta gestion du sommeil, aux localisations des bases vie, ou tu dormais là où il fallait dormir, même si c'était sur un sentier à 3000 mètres à 2 heures du mat? Alors justement sur cette 360, je suis parti donc sur cette première longue expérience où je me suis arrêté au bout de 120 km si je dis pas de bêtises. Et là j'ai fait un dodo d'une heure et demie, un Ok. peu plus. Puis après je suis reparti en bonne forme et puis j'ai dit voilà, maintenant je vais tenir jusqu'au bout. Et puis Ah ouais. je me suis vite fait rattraper et puis je me suis retrouvé à dormir 10 minutes dans un chemin complètement en pente, dans des rochers, parce que en fait je n'arrivais plus à tenir mes yeux ouverts. Voilà, donc je me suis adapté en tout cas sur cette 360, tandis que sur la 660, je pense que j'avais engendré de l'expérience de cette première course et j'ai respecté ces cycles de sommeil où je dormais vraiment 1h30 sur des points que je m'étais fixés avant. Et après, je me permettais de faire ce qu'on appelle des turbo-siestes ici en Suisse, de 5 minutes. Voilà, où quand je sentais que j'avais vraiment un coup de fatigue, je me posais là où je pouvais, là où je me sentais bien. Et puis, je m'allongeais, je dormais 5 minutes et je repartais, quoi. Hmm. Ouais, c'est turbo sieste. Moi, j'en avais fait l'expérience aussi sur la PTL et assez souvent les gens me demandent mais pourquoi vous dormiez pas plus longtemps en fait. Et, et en fait les turbo siestes, une réalité c'est que c'est compliqué de faire des maxi siestes. Encore une fois quand t'es à 2 heures du mat à 3000 mètres, tout simplement parce qu'au bout de 1 minute 30 allongé sur le sol, t'es complètement congelé. C'est ça. Donc les maxi siestes, en fait le format des maxi siestes, enfin des micro siestes plutôt, il est un peu imposé quand même. Ouais, tout à fait. Ouais, on est congelé, puis après on se fait vite aussi rattraper par des petites douleurs, en fait. Moi, je me rends Ouais. compte que notre corps, il prend tellement l'habitude de marcher ou courir que du moment où il se met en pause, où il s'arrête, les douleurs dans les hanches, dans les genoux, enfin, tout s'arrête et ça, le mécanisme, je trouve que c'est vite douloureux, quoi. Ouais, difficile à relancer après des grosses Exactement. pauses. Mm. Ok, super intéressant. Et alors, bon, je fais un petit zoom là sur le sommeil parce que moi c'est vraiment un point enfin, j'ai pas du tout ton expérience et un point que je trouve assez impressionnant. Donc, je m'étais bien renseigné, tu vois, avant la PTL, j'avais contacté des anciens invités, membres des forces spéciales, etc. Parce qu'ils sont connus pour ça, pour leur capacité Ouais, tout à fait. finalement, ils apprennent à s'endormir très très vite. Donc j'avais essayé de travailler un peu ça, faire de la cohérence cardiaque, etc. Toi, tu l'avais anticipé ou ça venait assez facilement? Il y a des gens pour qui, j'ai un copain Clément là qui va faire le tour avec moi, il s'endort n'importe où en moins d'une minute. Ouais, je suis comme lui. Moi, C'est vrai. Ah la je, chance. voilà, je pense très franchement, tu l'as dit, je pense que c'est une chance. Ouais. Moi, je me pose, si j'ai sommeil, je dors. Ok. 2 minutes après, je dors. Et j'ai un peu une horloge aussi en moi où, là, je vois sur la 660, j'avais mis des réveils à chaque fois au bout d'une heure et demie ou de 5 minutes. Je me suis toujours réveillé 2 minutes avant le réveil. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai Wow. jamais eu besoin d'un réveil. Et ça, après, j'ai toujours vécu comme ça dans ma vie. Le réveil, je le mets tous les matins. Je l'entends jamais, ou quasi jamais. C'est toujours réveillé avant, mais 2 minutes avant, quoi. Ça fait partie de ma façon d'être et de Hmm. procéder, quoi. Ouais, c'est vrai que je pense que si t'as vraiment jamais eu à le travailler, effectivement, je pense que c'est plutôt une chance. Et là, je pense à un autre pote, Nico, qui était aussi sur la 360 et qui va faire le tort, qui lui, à l'inverse, a beaucoup, beaucoup de mal à s'endormir. Je me rappelle sur la PTL, on était parti le lundi matin à 8h30. Si j'ai bonne mémoire, son premier vrai repos, c'était où il a réussi à s'endormir, c'était le jeudi. Donc ça fait quand même Oh. physiologiquement, je sais même pas comment c'est humainement possible. Mhm.
de tenir jusqu'au jeudi quand t'es parti le lundi et que t'as pas dormi. Ouais. Ouais, puis on recharge pas les batteries, hein. Quand on dort pas, on Ouais, charge pas les batteries, quoi. ouais, ouais, clairement. Ok, bah, super intéressant sur ta gestion du sommeil. Maintenant que tu vas, puisqu'on l'a pas encore dit, mais d'ailleurs on en avait parlé en off, je sais pas si tu as un update là-dessus, mais tu vas pouvoir prendre le départ du Thor ou c'est encore incertain? Oui, oui, je vais Oui, prendre le tu prends le départ du départ, temps. ok. Ouais. Donc le Thor qui est bon, clairement plus petit que ce que tu as fait sur la Swiss Peak 660. Ta gestion, maintenant que tu repasses, tu vas sur cette course à un format beaucoup plus court, tu Mhm. vas garder lequel des deux schémas que tu avais, celui de la 360, celui de la 660, qu'est-ce qui te semble le plus pertinent maintenant? Celui de la 660, Ok, clairement. Oui. Oui, oui. Alors, je vais quand même m'écouter mon sommeil. C'est-à-dire, je me fixe rien, en fait. Je me fixe pas à 80 km je dors ou à 120 km je dors. Je vais écouter mon corps et puis quand je sentirai le besoin de repos, je me poserai et puis mais je vais respecter ces cycles en tout cas, c'est sûr. ok. T'as vraiment aucun schéma, même tu sais, souvent, c'est un peu toujours le sujet de discussion, c'est est-ce que je dors la première nuit ou pas? Là-dessus, tu as une certitude, toi, ou même pas? Oui, j'ai une certitude que je vais me reposer en tout cas fin de la première nuit. Ok, d'accord. Fin de la première nuit, donc sur de quoi, le coup des 3-4 heures du mat, un truc comme Ouais, ça? oui, exactement. Pour D'accord. repartir au soleil levant. Ok. Après, je m'adapte aussi pas mal à la météo, hein. Si je vois que Oui. la première nuit est complètement médiocre en début de nuit et moins en fin de nuit, voilà, j'ai la chance de m'endormir vite et de prendre le sommeil quand j'en ai besoin. Ou quand c'est pas tout à fait juste ce que je dis, mais quand j'ai besoin de me poser ou quand il faut que je me pose, je m'endors tout de suite. Donc j'accumule en fait ces heures de sommeil. Eh oui. Voilà, j'ai cette chance-là, donc je m'adapte aussi à la météo et aux conditions, quoi. Ouais. Et bien sûr, si je suis avec des gens, pas des gens, il y a beaucoup de facteurs, hein. Parce que quand on est tout seul sur des distances pareilles, il y a des moments où c'est super bien et des moments où on a besoin d'être à plusieurs pour avancer. Voilà, donc si je suis dans un bon move avec un bon groupe, je sais décaler mes heures de sommeil. Si je suis tout seul et que c'est un moment un peu ennuyant, je sais me poser, dormir un petit peu pour attendre quelqu'un. Ouais. Alors, ça déclenche plein de questions. En gros, il y en aura 3 qui vont se suivre. Je te les énonce pour qu'on les oublie pas, qu'on soit à 2 cerveaux dessus. La Mhm. première, c'est la gestion de la météo. Tu l'as évoqué. En plus, cette année, avec ce qui s'est passé sur l'UTMB, bon, je pense que pour le Tour, ça va être un sujet. On verra, hein, mais j'imagine que ça peut être un sujet. Donc, je serais curieux de savoir sur un format aussi long que la 660, comment tu t'es adapté. Le deuxième, c'est solo, pas solo. Comment tu gères finalement cette relation avec, alors j'ai pas envie de dire les autres compétiteurs parce que j'imagine sur des courses comme ça, enfin est-ce qu'on joue vraiment la gagne et c'est plus une aventure humaine qu'on va chercher, j'imagine, hein, tu me diras si toi t'as une autre approche. Et le troisième sujet, j'ai oublié, voilà. Mais on va déjà commencer sur ces C'est la deux-là. ronde. Ouais. Sur la météo, qu'est-ce que ça avait donné sur la 660 quand tu pars pour aussi longtemps et qu'est-ce que tu as dû faire comme adaptation au fil de l'eau? Alors, on a eu beaucoup de chance l'année dernière sur la météo de la 660. La première semaine, il a fait même un peu chaud, mais on n'a pas eu de pluie. Et la deuxième semaine, moi j'ai chopé deux gros orages. Un l'avant-dernière nuit, en pleine nuit, à fenêtre de l'Arpette à 2700 mètres, où j'ai pris, bah ouais, je me suis pris un énorme orage où enfin, je savais pas où me cacher, mais j'avais les bâtons avec moi. Je me disais, est-ce que je les jette pas? Je voyais les éclairs dans tous les sens. Et là, c'était pas très drôle. Et puis après, ben, 2 heures avant l'arrivée, j'ai pris la pluie jusqu'à l'arrivée. Ok. Mais voilà, la météo pour moi est pas trop dérangeante. Je préfère, moi, je suis quelqu'un qui aime le froid, et pas trop la chaleur. Donc un tort pour moi, mi-septembre, la météo est plutôt bonne pour moi. La Hmm. neige ne va pas me déranger du tout, le froid non plus. Justement, c'est ce que j'aime en fait. Plus c'est dur, plus j'aime. Ok. Tu te dis quoi mentalement? C'est intéressant ce que tu viens de dire. Quand tu vois, je sais pas, ils annoncent tempête de neige, reroutage, etc. Ta réflexion, elle est centrée sur toi, c'est-à-dire que tu dis ah bah cool, c'est des conditions que j'aime bien, je vais me faire plaisir, etc. Ou tu te dis bah ça va être dur globalement pour tout le monde, donc ça rend la course plus intéressante. C'est Exactement. quoi? C'est ça que tu te dis, ouais. Je vais plus penser au global Ouais. où je vais me dire voilà, bah là c'est plus intéressant pour moi parce que c'est ce que j'aime et c'est vraiment des conditions que j'aime. Que voilà, je vais aussi penser aux autres parce que pour moi c'est aussi important, c'est des moments de partage. Ouais. Voilà, faut que chacun éprouve du plaisir et moi je souhaite pas qu'on ait de parcours de repli ni quoi que ce soit. Donc j'espère que la météo sera
sera bonne pour chacun. Bah écoute, moi perso pour le Thor, j'espère qu'il va pas neiger. Voilà, je te le dis. Donc s'il neige, tu penseras à moi. Pas de souci. Ouais. Mais du coup, bon, là, on l'évoquait un peu, le fait que ces courses-là, c'est aussi des grands moments quand même de partage humain. C'est quoi ton approche là-dessus? Est-ce que quand tu te rends compte que tu as le même rythme que des gens avec qui, a priori, il y a quelques atomes crochus, tu es prêt à modifier ton approche de la course pour rester avec eux parce que le dicton dit qu'ensemble on va plus loin, seul on va plus vite, ou finalement tu es capable de te redétacher, tu vois, de certaines personnes que tu as pu croiser, continuer solo, te rattacher à d'autres. Enfin, c'est quoi? Est-ce que tu as une stratégie entre guillemets par rapport à ça? J'ai pas vraiment de stratégie. En fait, la Swiss Peak 660 l'année dernière m'a tellement apporté que je suis parti sur cette course. Je ne connaissais quasi personne, en tout cas de réel. Je connaissais beaucoup de gens de renommée, un Aurélien qui était là, Sanchez, qui pour moi sont des idoles, quoi. Un Seb Bréchon, un Victor Richard. Enfin, pour moi, c'est des monstres. Michael Lanços, c'est des gens qui ont des habitudes et qui connaissent cette course bien et qui sont très performants dans l'ultra-distance et dans la gestion de l'effort. Voilà, donc je suis parti avec, il y avait aussi Lucas, Papy. Je suis parti avec, où j'ai engendré de l'expérience plus que plus, parce que je suis vraiment parti dans l'optique de profite du moment, profite de ces gens, en tout cas au départ, parce que tu vas pas les voir longtemps. Et puis, et puis engendre tout ce que tu peux engendrer en expérience et en partage. Et puis après, ben, advienne que pourra. Et puis, ben, toute, sur, toute cette première semaine, en fait, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de partager, et ben, justement, avec un Seb Bréchon, avec un Aurélien, avec qui j'étais un bon moment, avec Nico Lehmann, que j'ai oublié de citer, avec qui j'ai fait, je pense, les 3 quarts de la première semaine. Ah oui. Voilà, et en fait, je me suis rendu compte que j'étais à leur rythme. Je me suis en fait impressionné moi tout seul, sans me mettre non plus à l'envers. Et puis, j'ai partagé, genre, j'ai vraiment engendré de l'expérience. Je suis parti sur cette deuxième semaine de la 660 en me disant, bon, écoute, profitez un max de la première semaine. Là, maintenant, il y a un chronomètre, donc la course va être complètement différente. Ne t'affole pas, reste pas dans cet esprit de la première semaine à vouloir absolument partager ces moments avec tes idoles. Et puis en fait les choses se sont faites naturellement. Puis en fait le niveau de la deuxième semaine était un peu plus élevé que la première, mais je suis resté à ma place. Et voilà, j'ai fait un premier tiers de course avec Aurélien. Tout s'est super bien passé, on a beaucoup partagé. Et puis après, ben il m'a détaché dans un moment où j'ai eu un coup de moins bien. Et après j'ai fait course seule jusqu'à l'arrivée. Ok. Ouais, j'ai vraiment fait course seule. J'étais toute seule tout le long jusqu'à l'arrivée, où je me sentais bien à ma place. Donc, je pense que cette heure des géants, je vais partir avec cette même optique, c'est-à-dire m'attendre à rien, Mhm. profiter de l'instant T. Pour moi, c'est ça aussi l'ultra trail, parce que faut s'adapter au moment voulu. Il y a tellement de choses qui peuvent changer. Je sais pas, à 7 heures du matin, on peut être super bien et partager. À 9 heures du matin, on a besoin de solitude. À 11 heures, on a besoin de nouveau partager parce qu'on n'est pas bien. Enfin, je pense qu'il faut suivre avec les émotions du moment, en fait. Ouais. Je pars vraiment dans cette idée-là. Ok. Ça va être assez hallucinant, effectivement, de partager une expérience comme la première semaine non chronométrée de la Swiss Peak avec des gens que tu connais, qui sont hyper connus, reconnus dans le milieu. Effectivement, je pense que ça va être assez riche. D'ailleurs, Nicolas Lehmann, s'il y en a qui, parce que je l'ai découvert en préparant l'interview, c'était le coéquipier de Victor Richard sur la PTL en 2023. D'ailleurs, ils étaient arrivés premiers. Donc, Exactement, ouais. j'ai pas en tête le chrono. Je sais plus s'ils avaient mis moins de 100 heures, qui est un peu généralement la barrière des tout premiers. Oui, je crois qu'ils étaient dans les 95 heures. Ouais, ok. Ouais, donc très costaud. Et là, cette année, ils ont fait ensemble les guerres 250 qui gagnent chaque année, sans trop de Waouh, difficultés pour eux. incroyable. Incroyable. Alors, t'évoquais le fait que sur l'ultra, on a finalement en une journée, on a tout le panel des émotions qui passent. C'est quoi les moments de la Suspect 660 que tu retiens qui ont été vraiment difficiles à gérer, que ce soit physiquement, mentalement, je sais pas si tu as eu des sujets d'alimentation, de digestion, etc. Je serais curieux de savoir sur un format aussi long, tu vois, parce que bon, à la limite, ça t'arrive sur une course de 4-5 jours, tu dis, bon, allez, ça t'arrive le troisième, quatrième jour, tu dis, bon, l'arrivée est quand même proche, mais quand tu sais que si ça t'arrive la première semaine et que tu as une deuxième semaine chronométrée à enchaîner, Mhm. j'imagine que mentalement, ça va être une autre paire de manches.
Ouais, alors ouais, je dirais que les éléments le plus dur à gérer, c'était vraiment le sommeil. Ouais. Le sommeil sur cette deuxième semaine c'était compliqué. C'était compliqué, mais comme à chacun, la dernière nuit de course, j'avais décidé de pas dormir. Et derrière, j'en ai payé, j'ai payé les conséquences. J'ai dû m'arrêter, je sais pas, 10 fois, 5 minutes au bord du chemin à dormir comme je pouvais, Ah oui. parce que je n'arrivais plus à ouvrir les yeux, quoi. Je me suis endormi sur un chemin et je me suis réveillé 5 minutes après. Je savais plus si j'étais dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Oh putain. J'ai fait 3 kilomètres, un peu plus de 3 kilomètres en 20 minutes. Je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Je dormais en marchant, en fait. J'ai aucun souvenir de ce moment-là. Je me rappelle me réveiller, de plus savoir où j'étais, de regarder sur ma montre si j'étais bien sur le tracé ou pas, d'avancer, de me dire je suis dans le bon sens, dans le mauvais sens. Enfin, j'étais complètement perdu. Oh punaise, OK. Parce Donc que la première semaine, tu arrives à dire à peu près combien de temps tu as dormi pour qu'on ait une idée du déficit, en fait? ouais, première semaine, on est parti le lundi soir 21h, on est arrivé avec les copains le vendredi sur le coup des 13h, 14h. On avait fait 300 kilomètres avec un peu moins de 25 000 mètres de D+. J'ai passé une première nuit à d'Herborance où on a dû dormir 8 heures, 7 ou 8 heures, parce qu'en fait on avait un passage qui était interdit à la frontale pour éviter de déranger la faune. OK. Donc en fait on était bloqué jusqu'à la lever du jour. Et donc on était 4 ou 5 à avoir fait la stratégie de tirer vraiment loin le premier jour pour pouvoir dormir plus et puis partir à la lever du jour, quoi. Donc là, la première nuit, j'ai dormi à 8 heures. La deuxième nuit, j'ai dormi 1 heure et demie. La troisième nuit, j'ai dû dormir 6 heures. Et la nuit d'après, de nouveau 1 heure et demie, quoi. Ah ouais, tu as quand même eu la troisième nuit du coup Une une vraie bonne nuit. nuit quand même, 6 Ouais, ouais, heures. tout à fait. Ouais, ouais. Oui, oui. Voilà. Après, on avançait bien en course et on s'était vraiment fixé ça comme objectif, bah, avec les gars avec qui j'étais, hein. Au début, je m'étais pas du tout fixé ça, de donner un rythme quand même qui reste correct la journée pour quand même avoir des moments de repos pour engendrer le maximum de sommeil pour la semaine d'après. Ouais. OK, d'accord et du coup, sur la deuxième semaine, tu as pu avoir des nuits comme ça, des gros blocs de plusieurs heures? Non, non, Ouais, OK. la nuit d'après, enfin la deuxième portion de course qui a fait 400 kilomètres avec quasi 27 000 mètres de D+. Là, j'ai dormi 4 heures et demie moi j'ai mis un peu plus de 96 heures, j'ai dormi 4 heures et demie. Ouais, voilà, OK, OK. Sans OK. compter les turbo-siestes, hein. Après, Oui, si oui, on enlève les turbo-siestes, peut-être que j'ai dormi 5 heures et demie, quoi. OK. Ouais, d'accord, parce que, ouais, bon, moi, la seule référence que j'ai sur la PTL, c'était, à peu près, ouais, entre 5 et 6 heures sur la semaine, complète. J'allais pas à la même vitesse que toi, donc moi, j'étais lundi Ouais. 8 heures, dimanche midi. Mhm. OK. Ouais, donc et là, c'était quoi? C'était, qu'est-ce qui fait que ça a changé la deuxième semaine? C'était purement le chrono ou c'est le fait que tu avais la fatigue accumulée de la première et du coup, tu étais plus du tout sur le même rythme, tu pas aussi vite? Ah, on avançait plus vite. La deuxième semaine avançait plus vite que la première. Ah ouais, OK, Ah waouh, oui, oui, OK. oui. Ouais, Donc c'est le chrono. le chrono. Ouais, Ouais, clairement. OK. Moi, je suis parti bien derrière, justement, au départ, si on peut dire, à ce deuxième départ depuis Oberwald, parce que je voulais pas me mettre cette pression et je voulais vraiment arriver au bout. Mon seul objectif sur cette 660, dès le départ, c'est d'arriver au bout. Et voilà, et je suis parti tranquille, et puis, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, je me suis vite retrouvé à côté de Victor qui gagne, et qui était parti aussi tranquille, qui j'ai fait les 30 premiers kilomètres, et puis, ben, je me suis dit, bon, c'est un mec d'expérience, il a fini la PTL déjà 2 ou 3 fois en première place. C'est des gens qui avancent, quoi, et qui ont un maximum d'expérience, donc c'est pas si mal. Et puis, bah, au fur et à mesure du temps, bah, après, il m'a lâché, ou en tout cas, je l'ai pas suivi. Je suis resté dans ma bulle, puis ça a super bien fonctionné. Sur la deuxième semaine, tu as eu des hallucinations du coup? Ouais, clairement, Ouais. clairement. Des trucs J'en ai, dangereux ou des trucs rigolos? non, non, que des trucs rigolos. OK. Que des trucs rigolos, et ce qui me fait vraiment marrer, c'est qu'en fait, ces hallucinations, pour moi, c'est des compagnons de route. OK. Et là, j'en ai eu, je crois, au bout de, je sais pas, 80 heures d'effort. Et là, j'ai vu, j'avais vraiment quelque chose de particulier qui m'arrivait, c'est que j'avais l'impression d'avoir un ballon gonflé à l'hélium accroché à mes cheveux, et que mon cerveau était 3 mètres en dessous de moi, que mon cerveau était complètement déconnecté de mon corps.
J'avais mon corps qui dirigeait les jambes, et que mon cerveau en haut avec mes émotions c'était deux choses différentes. Et j'avais vraiment cette impression d'avoir un ballon accroché à mes cheveux avec mon cerveau dedans et qui faisait plus sage avec mon corps, quoi. Ok. Mais régulièrement, je me mettais la main au-dessus des cheveux pour regarder si la ficelle était bien attachée, quoi. C'était assez impressionnant. Ouais. Ah, c'est énorme. Ouais. Ça, c'est quoi quand ça t'arrive? C'est que même si c'est des trucs fun, enfin fun, tu voyais pas le sentier et les balises là où il y en avait pas et ça t'amenait pas direct sur une Non, falaise, donc et puis t'en étais non, conscient. Est-ce tout à que ça fait. reste quand même des flags, tu vois, des signaux pour toi qu'il est temps de fermer les yeux ou pas Non, forcément? non. Non, Non. pour moi, c'est un compagnon de route. Ok. J'ai eu mes premières hallucinations quand j'ai fait l'UTMB. C'est des petites hallucinations où en fait je voyais des serpents par terre alors que c'était des racines. Voilà. Sur la Jag, j'ai pas eu d'hallucination, pas du tout. Et sur la 360, j'ai eu des hallucinations bien avant, je dirais en milieu de course. Et pareil, ces hallucinations, elles m'ont suivi. En fait, je voyais des emojis un peu partout quand je regardais dans le ciel, quand je regardais dans les arbres, dans les bousses de vache. J'ai vu des emojis dans les bousses de vache. Et à chaque fois, cet emoji, soit il rigolait, soit il pleurait, soit il faisait une grimace. Et j'ai mis du temps, mais je me suis rendu compte qu'en fait, ces emojis, qu'il y avait un signe dedans, et ben en fait, c'était mon ressenti de Mhm. ce que je vivais à l'instant T, quoi. C'était mes émotions qui parlaient. J'ai trouvé ça en fait hyper rigolo et je m'amusais avec. J'ai trouvé ça passionnant en fait. Je me suis rendu compte qu'en fait, malgré l'effort, mes émotions me parlaient, me faisaient avancer, quoi. C'est assez fascinant. Faudrait faire des études sur le sens des hallucinations, s'il y en a vraiment un, tu vois. Est-ce que c'est le subconscient qui nous parle? C'est ça, ouais. Mettre des chercheurs sur des ultras et voir ce qu'ils en disent. Super intéressant. Ok, donc on a parlé de gestion de sommeil. Un autre aspect un peu essentiel, c'est l'alimentation. La première partie de course, donc on l'a dit plusieurs fois, elle est non chronométrée. Elle est sans assistance aussi? Alors, on a le droit d'avoir une assistance, mais qu'aux bases de vie. Au match aller, D'accord. il y avait 2 bases de vie. Ok. Donc, il y en avait à peu près une tous les 100 kilomètres. Ouais. Ok. Du coup, ouais. Ok. Donc ça ressemble Et, pas mal au. Ouais. Vas-y, pardon. et la première partie n'était pas balisée. D'accord. Donc, on avait chacun notre trace GPS avec nous, soit un GPS, soit une montre qui tient Ouais. la route. Et puis, voilà, on devait se repérer et suivre un tracé donné au Ok. départ. Un tracé qui était quand même sur sentier ou hors sentier? Alors, sur sentier, mais il y avait beaucoup de vieux sentiers qui n'étaient quasi plus tracés. D'accord. Donc moi j'ai adoré. J'ai trouvé ça super chouette. Ouais. Ok. Ouais. Donc la première semaine, j'ai l'impression que ça ressemble pas mal à un format un peu PTL. Exactement. Ouais, Ouais, il y a tout aussi à que fait. de base vie, pas mal de hors sentier, pas de balisage. Pas de Euh, chronométrage, ouais. entre Ouais. guillemets. Oui, voilà, Ouais. exactement, ouais, entre Mm. guillemets. Parce qu'il y a quand même des barrières. Sur la première semaine, t'as même pas de barrière horaire, hein. Si, Tu si, vois, si. si, il y Si, a quand si. même. Si, si, on Ok. avait des barrières. Ouais. Ok, ok. Ouais. Du coup, l'alimentation, comment, et là, ça va être une série de questions. Comment tu gères ça sur la première semaine versus la deuxième? Parce que j'ai cru comprendre que en course suisse, les ravitaux étaient absolument délirants sur la Swiss Ouais, Peak 360, exactement. en mode raclette et compagnie à certains endroits. Tout à Donc, fait. je serais curieux de savoir comment tu gères ça sur la première partie. Est-ce que vous deviez avoir 1, 2 jours de nourriture et de ravitaux sur vous? Vous arrêtiez dans les villages? Ça s'est passé comment? Alors la première partie de la Swiss Peak 360, c'est 660 pardon. Pour moi, c'était un petit peu compliqué, je dirais, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Ok. On s'est retrouvé dans des bases de vie où il y avait pas. Je me rappelle, là, j'ai un souvenir de la dernière base de vie où on s'est arrêté, où je suis arrivé en même temps que justement Nico, il y a Seb, Réchon et Aurélien qui nous suivaient juste derrière. On est tous arrivés dans cette base de vie là. Il y avait Lucas, papy qui était là, qui avait marché ou couru toute la nuit, qui avait dormi là-bas. Et la base de vie était fermée. Et le seul truc qu'il a trouvé à manger, c'était des croûtons pour la soupe et du fromage râpé, si je dis pas de bêtises. Waouh. Donc voilà, donc il avait mangé ça et il attendait avec impatience que tout s'ouvre le matin. Mais moi j'ai aimé cette expérience où tu te retrouves aussi un peu face à toi-même, il faut se débrouiller et pas attendre sur les autres. Mhm. Donc moi je suis parti un peu lourd avec pas mal de nourriture. Moi je me fais des espèces de boulettes, des bowls nutritifs que je prends régulièrement. Donc j'ai géré mon alimentation, en tout cas sur cette première partie de course, cette première moitié de course, comme je le fais lors d'un ultra, quoi, avec l'alimentation que je prends, et puis voilà. La deuxième Bon. partie a été complètement différente.
Ouais, bah, on va en parler, mais visiblement, ouais, en fait, ça donne envie. Des récits que j'ai entendus, ça donne presque envie de s'inscrire juste pour les ravitaux, quoi. Ouais, c'est ça. Quand tu dis que t'es parti un peu lourd, j'aime bien discuter aussi de matos, etc. Enfin, j'ai l'impression que quand t'aimes bien l'outdoor, il y a quand même la question de matos. Si t'as pas une passion pour le matos, enfin, il y a C'est souvent en tout ça. cas des gens qui ont une passion pour le matos en plus. Ouais. Bref, partir lourd, ça voulait dire quoi dans ton cas? Moi, j'avais un sac de 4 kilos. Ah oui, d'accord, ok, ouais, ok, ouais. Donc, Euh, c'est très peu lourd, hein, on est oui, d'accord. voilà. Ok. Et donc ça veut dire quoi, quelqu'un qui est-ce qui est parti pas lourd là dans toute la team des super-héros dont t'as parlé? T'avais quoi? Bah, si je regardais le sac d'un Seb Réchon ou d'un Nico, il me semblait beaucoup plus léger, quoi. Voilà, après, c'est des gens qui ont une autre expérience que moi et que moi, j'avais prévu des choses que eux n'avaient pas prévues. Enfin, moi, j'avais pris 1 litre et demi de flotte, ça fait qu'1 litre, ça fait déjà vite 1 demi-kilo de Oui. gagné, hein, si on le veut bien. Moi, j'avais pris, ouais, beaucoup d'alimentation en rab, alors qu'eux étaient partis complètement dans un autre délire. Mais après, j'ai aussi appris à connaître Seb Réchon. C'est un vrai chameau, il mange rien. Enfin, il a tellement l'habitude de ses efforts avec très peu de nutrition ou d'alimentation que c'est des extraterrestres, quoi. Ouais. 4 kilos et t'étais lourd, d'accord. Parce que là, du coup, sur le Thor, par exemple, tu t'auras combien, tu penses? En poids, bah, à peu près la même chose, hein, je Ah pense, ouais, hein, 4 kilos aussi, ok. à peu près. Donc, ouais, donc en fait, tu J'ai tombais pas pesé pas. mon sac et je l'ai pas encore fait, mais je pense Ouais. que ça sera quelque chose comme ça. Après, je me méfierai bien sûr à la météo et puis s'il y a un pas grand froid et ainsi de suite, hein, ça peut vite changer aussi le poids d'un sac. Ouais. Mais donc après, enfin au départ en tout cas, t'as pas forcément les crampons dans le sac. Si nécessaire, je les aurai. Si pas Ouais, besoin, je voilà, les ouais, prendrai pas. ok. Ouais. Bah ça c'est parce que je te pose la question, c'est un point qu'on discutait avec les copains là, avec qui j'ai fait la PTL et un autre ultra pour avoir les dossards pour le Thor. Le fait qu'il y ait autant de base vie sur le Thor, ça peut quand même changer beaucoup de choses d'un point de vue logistique. Oui, exactement. Enfin, moi, j'ai pas eu tout l'expérience de ça, mais c'est vrai que je l'avais pas trop pris en compte. Mais du coup, tu peux t'alléger selon la météo. Si tu arrives à une base vie en toute fin de nuit et que la prochaine tu l'atteins avant la nuit, bah enfin, tu prends pas forcément avec toi le chaud. Mhm. Donc c'est vrai que ouais, ça peut permettre de gagner quelques kilos sur la journée. Enfin, en tout cas sur les tronçons entre les bases vie, quoi. Oui, tout à fait, Hmm. tout à fait. Est-ce qu'il y a quand même des choses qui se sont révélées indispensables? Tu as des objets, de l'équipement que tu n'avais pas amené ou emmené, tu t'es dit, bon là, ce truc-là, ça fait 500 grammes, mais en fait, il me le fallait vraiment absolument, quoi. C'est l'apprentissage de cette Swiss Peak 660, 360, il me faut ce truc-là. Ouais, clairement du tape et un ciseau. Ah ouais, ok. Pour moi, c'est ultra important. Ou en tout cas de l'élasto, enfin quelque chose qui puisse te protéger, juste même contre un frottement, hein, en fait. Et moi, je me suis rendu compte au bout de la du troisième jour d'effort, la 660, j'ai eu besoin de me protéger au niveau des lanières de mes bâtons. Parce qu'en fait, ça me mangeait l'intérieur des mains. Voilà, juste un petit bout d'élasto ou de quelque chose qui protège, en fait. Juste ça. Pour éviter un frottement. Ok. Ah, Voilà. j'avais pas. Alors, c'est marrant que tu mentionnes ça. J'aurais jamais cru que ce soit ça ta réponse. Mais c'est méga intéressant. Alors, moi, j'avais eu ça au niveau des épaules. Mon sac de la PTL était Mhm. 2 fois plus lourd que ton sac très lourd de la Suspect 160. Et en fait, je l'avais fait en 2022 et 2022, il faisait méga chaud. Et du coup, j'ai tendance à transpirer beaucoup, surtout le premier jour et demi, le temps que tout se régule et que je perde un peu Mhm. mon excès d'eau. Et j'avais des irritations aux épaules, mais terribles. Et j'avais absolument pas pensé à prendre du tape. Et heureusement, il y avait un pote kiné dans l'équipe, Xavier, qui lui en avait, qui m'a mis ça à la première base vie. Et mais ça a changé la course, quoi. Ah ouais. C'était terminé. Mhm. Plus aucune douleur, rien. Et donc là, j'ai prévu d'en reprendre pour les épaules, mais je m'étais dit que je les mettrais avant le départ. Et point barre, j'avais pas pensé à en emmener avec moi ou à en garder dans le sac, tu vois, au cas Mhm. où il y a d'autres frottements. Mais c'est super, c'est une super idée. C'est un super point. Merci pour le tips. Pas de souci. Je pense que c'est la seule chose Ok. qui pour moi est ultra importante. Après, j'ai fait une expérience cette année où j'ai pris le départ de la Terminal Ouais. et voilà, j'ai dû arrêter à cause de l'eau. Et je pense que des pastilles pour mettre dans l'eau, c'est quand même pas mal aussi. Alors On j'allais te sait le jamais ce demander. qui, Ouais. on sait jamais ce qui peut se passer, Ouais. une grotte qui se perce, enfin, il peut tellement avoir d'aléas que je Ouais. pense que d'avoir
une pastille pour traiter l'eau, c'est toujours aussi un point hyper important. Ouais, et ben écoute, tu lis dans mes pensées. J'allais te poser la question pour l'eau, parce que même moi je sais que bon, j'ai grandi, j'ai passé tous mes étés. Enfin bref, je suis habitué à boire, tu vois, directement l'eau en montagne. Je pense que je sais à peu près où il faut prendre de l'eau et où il vaut mieux éviter d'en prendre. Mais sur la PTL, couplé à une méga insolation, ça m'avait joué des tours d'un point de vue gastrique, je pense, avec la fatigue accumulée et tout. Et donc cette année, même pour le Thor, je m'étais dit que j'allais prendre une lampe UV. Oui. Parce que les pastilles, t'as déjà, bon, j'imagine que t'as déjà testé les pastilles, il y a quand même un sale goût, et je me dis, bon, soit j'en ai quelques-unes en secours, mais si je me rends compte que, je sais pas, même s'il y a des ravitaux tous les 10 bornes sur le Thor, donc je pense qu'en vrai, j'en aurais peut-être pas besoin, mais je m'étais dit, tu vois, pastille UV, enfin, la lampe UV, ça pèse pas grand-chose, c'est moins de 100 grammes. Je mets ça en 90 secondes, ça clean 1 litre d'eau. Mais toi, ton approche serait plutôt en sécurité, c'est-à-dire que par défaut, tu bois comme ça au ravito ou ce que tu trouves, et si jamais, t'as les pastilles. Exactement. Ouais. C'est surtout pour, vraiment, s'il y a un problème et besoin d'eau, besoin d'eau en urgence, quoi. Ouais. Après, comme tu le dis si bien, le Thor, il y a quand même des ravitaux régulièrement. Ouais. Voilà, je pense qu'avec 1 litre ou 1 litre et demi d'eau à 10 kilomètres, ça passe largement. Ouais. Moi, c'est surtout pour l'imprévu, quoi. Sait-on jamais, voilà, une très mauvaise météo, un gros orage, t'es coincé 5 heures au même endroit, sans pouvoir bouger. T'es content quand même de pouvoir t'hydrater régulièrement. C'est clair. Il y a juste à avoir en tête, alors je sais pas si ça a changé sur les pastilles, mais la dernière fois que j'utilisais les pastilles, c'est le temps de dissolution, quoi, à peu près 1 heure, Exactement. Ouais. qui peut être un peu pénible, mais ok. Ouais, c'est ça. Et oui, bon, c'est sûr que c'est 1000 fois plus léger qu'une lampe UV, qui est déjà pas très lourde, hein, mais c'est Katadyn qui fait ça, donc c'est Ouais. un peu Moi, pensé pour la. j'avais aussi essayé les filtres qui marchaient pas mal, hein. Donc c'est quoi? C'est gourde avec filtre intégré dans le bouchon, c'est ça? C'est ça, ouais, Ouais. tout à fait. Et t'arrives alors là, bon, c'est question très pratico-pratique, mais l'aspiration, la succion, ça t'allait, toi, ces filtres-là? Parce qu'à chaque fois que j'ai essayé, j'ai l'impression que je suis obligé de forcer comme un âne Ouais, pour aspirer clairement. l'eau. Ouais, voilà. Ouais, il faut forcer, et puis je suis pas sûr que ce soit très bon quand on met de la poudre ou pastille dans l'eau, quoi. Ouais, Je suis pas sûr que le filtre aime bien, mais ok. Bon, écoute, je pense que j'aurai la lampe dans le sac, et puis je verrai après 2-3 jours s'il y a l'utilité de la récupérer en basse vie ou pas. Ok, donc tape, et en secours, pastille pour l'eau. Bah, c'est en tout cas le tape, j'avais pas en tête. Vraiment, merci. Je pense que je vais gonfler mes réserves de tape, et j'aurai ça à portée de main. non, mais juste avoir un petit rouleau, Ouais, même pas un petit rouleau, mais peut-être en avoir une bande de 50 centimètres. ouais, Ça peut servir à tout, hein, en fait, hein. c'est clair. Moi, généralement, je m'enroule ça autour d'un bâton. Et comme ça me pèse même pas sur un sac, hein, c'est roulé autour d'un bâton. Et puis, on peut faire plein de petites réparations avec. Alors, moi, je trouve que c'est un peu le truc miracle, quoi. Ah, ok, donc tu l'as avec toi enroulé. Ah ouais, super smart. Ok, Je fais ça, en fait, je fais un petit peu de ski alpi, et puis c'est vrai que on a toujours un bout de scotch enroulé autour d'un bâton, ça sert tout le temps, en fait. ok, Pour réparer, ou vraiment faire quelque chose, pour finir une descente, ou finir une petite ascension, voilà. C'est toujours pratique. ok. Bah écoute, je suis en train de réfléchir. Ok, bah écoute, si tu vois un gars avec ses bâtons et du tape, il y a des chances que ce soit moi du coup au tort. Je ferai ça. C'est une super bonne idée. Excellent. Donc on a parlé de pas mal de choses là, les hauts, les bas, les hallucinations, l'alimentation, la gestion du sommeil, qui Ouais, pour toi, de ce que tu disais, a été le gros challenge sur cette course. Bah honnêtement, je pense que tu disais qu'à la fin de la 360 physiquement, t'étais très bien. oui. Je sais pas s'il y a vraiment beaucoup de monde qui peuvent finir ce genre d'épreuve et dire que, tu vois, mentalement, tout s'est très bien passé, et que le sommeil n'a pas été un challenge. Enfin, j'ai l'impression, pour avoir parlé avec beaucoup de gens qui font de l'ultra, que c'est quand même assez rapidement sur le plan psychologique que ça devient compliqué quand tu es sur des efforts aussi longs. Ouais, tout à fait. Plus que physique. Ouais, pour moi, une course, un ultra, c'est 80% de la tête et 20% du physique. Le physique, on a beau se préparer tout ce qu'on veut, si le mental n'emmène pas le physique, ça ne fonctionnera pas. Tandis que l'inverse fonctionne. Moi, j'ai vu des gens avec très peu de préparation aller très, 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 très loin. Clairement. Je suis assez d'accord. Et je passe pas ça sur mon expérience perso, mais plus sur tous les échanges que j'ai eu sur le podcast. C'est hallucinant d'entendre certaines histoires de ce que on est physiquement capable de faire, de réaliser quand le cerveau a décidé que. Oui. Et d'ailleurs, bah, c'est une excellente transition. Tu l'as pas précisé, mais tu vas prendre le départ du Thor
pas dans les conditions optimales. Bon, en même temps, je sais pas, on n'est jamais assez près. Mais là, pour le coup, toi, tu as eu à gérer un pépin physique. Ouais, c'est ça. Je me suis fait une bonne entorse il y a maintenant 5 semaines avec un arrachement. Bon, mon médecin du sport et mon physio sont mitigés pour un départ, mais moi j'en ai l'envie et j'en ressens un réel besoin. Donc j'y vais en tout cas avec beaucoup moins de pression que j'aurais pu l'avoir si j'étais en pleine forme. Et puis je vais juste profiter du moment, quoi. Et je pense que ça va être trop bien. C'est ton premier tort. Hein. C'est mon premier tort, ouais. Ok. C'est pas une course qui m'inspire réellement. Je sais pas si j'ose dire ça. J'espère que j'aurai pas trop de critiques là-dessus. Non, mais enfin, en tout cas, je crois que tu m'as dit, c'est pas une course qui te fait rêver depuis 10 ans, quoi. Exactement. Ouais. Je veux accomplir ce tort plus pour aller plus tard sur le Tour des Glaciers. Clairement, qui me ressemble beaucoup plus. Donc c'est avec un parcours qui est un peu plus, qui est plus technique, avec des endroits qui sont plus escarpés, beaucoup plus sauvages, moins de monde. Voilà, ça m'inspire beaucoup plus qu'un Tour des Géants. Mais voilà, je suis persuadé que je vais quand même passer un excellent moment et que je vais rencontrer plein de belles personnes. Juste ça me donne envie, quoi. Clairement. Ouais, j'espère juste que ça va être, même on est 1100 au départ, en tout cas il y avait 1100 dossards. Oui. Même s'il y a 2 vagues de départ, j'espère que ça va. Moi, mon inquiétude, ça va être une super course et mon approche c'est un peu la même que toi, de profiter au maximum, mais j'espère juste qu'on sera pas trop nombreux. C'est la seule référence que j'ai en tête où il y avait 1100 personnes, enfin le même nombre de personnes, c'était à Saint-Élion et c'était un carnage absolu. Exactement. Au ravitaillement. Ouais. Donc j'espère que ça, on s'étirera suffisamment tôt dans la course pour que ce soit quand même agréable. Ouais. Alors moi j'ai la chance de partir dans la vague 1, donc je pense qu'il y aura un peu moins de monde que dans la vague 2. Ouais. N'empêche que voilà, c'est un petit peu aussi ce que je suis. Moi je côtoie des gens toute la journée dans mon travail, tout ce qui s'ensuit, et j'aime aussi ces moments de course ou ces moments en montagne pour me retrouver aussi moi et moi-même, quoi. Mmh. Tu vises quand même les moins de 130 heures du coup pour le Tour des Glaciers ou même pas forcément cette année? Ah si. Si, ouais. Oui. Okay. Oui. Je vise après je sais pas trop, mais là je vise avec la cheville, je sais pas, 110 heures peut-être. 110 heures, ok. Ouais. Très bien. Bon, bah, alors écoute, j'aurais plus visé un 75 heures si j'avais la cheville en état. Mais ouais, d'accord. Ouais, okay. Ouais. C'était un de mes objectifs de l'année, ouais. Ok. Mais c'est pas grave, je me prends bien, je suis en phase avec moi sur ce sujet, donc voilà. Très bien. Eh ben, écoute, Damien, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Super intéressant. Moi, je repars avec plein de petits tips et d'apprentissage qui vont, en tout cas, me servir dans 1 semaine et demie là sur le Tour. Notamment le tape, tu vois, c'est tout bête, mais ça peut sauver une course, je pense, en repensant à ce que des copains m'ont déjà partagé sur des frottements, etc. Donc vraiment, merci pour ce super partage. Est-ce que toi, tu as un mot de la fin, une conclusion que tu voudrais partager ? Ouais, moi j'ai un mot, profitez de l'instant T, profitez pendant que vous avez la santé. Moi je cours, j'ai oublié de dire quelque chose, mais je cours depuis quelques années maintenant pour une association contre la sclérose en plaques, les gens qui sont atteints de la sclérose en plaques, qui n'ont pas la chance qu'on a, nous, coureurs, trailers, sportifs, de partager ou de découvrir. J'emmène au moins une fois par année des gens en Joëlette qui sont atteintes de ces symptômes. Quand je vois le sourire qu'ils ont sur le visage quand on les emmène dans des endroits nature, c'est requinquant, c'est reboostant, et voilà. On se plaint souvent, on est des humains, donc ça fait partie de nous, mais profitez, quoi. Profitez. Clairement, je le fais aussi pour une association, l'association d'un copain qui a 2 jumeaux atteints de paralysie cérébrale. Mm-hmm. Et je sais que dans les moments difficiles, ce sera ce à quoi je vais penser. Et je me dirais que bon, finalement, c'est dur. Je vois des casseroles dans les arbres. J'ai pas dormi depuis 3 jours, mais je peux être là. Et pour le moment, eux non. Donc, clairement, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Profitons. C'est ça. Excellent. Bah écoute, un grand merci Damien. Moi je serai dans la 2e vague au Tour, donc et puis bon, vu ce que tu m'as dit, je pense que la seule chose que je verrai éventuellement c'est ton sac à dos avec une bonne paire de jumelles une fois que le départ aura été donné.
Mais peut-être qu'on se croisera avant ça. En tout cas, ça serait génial de se voir au moment du retrait des dossards ou autre. Et puis si on se rate, écoute, excellente course à toi. Et puis à une prochaine. Oui. Merci. Avec Merci grand Damien. plaisir. À plus. À bientôt. Merci.